Acte 4, partie 2, section 4. Des modalités. 1. Une modalité est une certaine manière d'être. Tout comme un dé a plusieurs faces, une même chose a plusieurs façons d'être. C'est cela que nous appelons modalité. 2. Les modalités sont déterminées par l'essence dont elles sont l'expression. En tant que tout objet est déterminé par l'ordre du monde, qu'un objet possède une nature propre, qu'aucun objet ne peut s'affranchir de sa nature, et que, en outre, l'inertie d'un objet est déterminée par la logique de son essence, il suit de cela que toutes les manières d'être d'un objet sont déterminées par sa nature propre, c'est-à-dire par son essence. Autrement dit, l'essence d'un objet a une forme, un archétype dont toutes ses modalités suivent le schème. Tout ce qui est produit d'une essence est déterminé par elle selon ses conditions et sa logique. Un objet ne peut donc devenir ce que sa nature propre ne permet pas, ce qui revient à dire qu'il ne peut devenir ce qui n'est pas déjà contenu dans son essence. 3. Les différentes manières d'être se produisent relativement à ce qui reste stable. Nous pouvons dire qu'elles en sont déduites. L'objet n'est donc pas libre dans tout ce qu'il devient. L'inertie d'un objet suit la logique de schème qui présente chaque modalité d'une essence comme une certaine manière d'être d'un même archétype, d'une même chose. 4. Une modalité est un possible d'une même essence. Une essence contient nécessairement dans son être même toutes les possibilités de ses modalités, puisque, si elle ne les contenait pas, ces modalités seraient impossibles et n'y seraient donc pas contenues. Autrement dit, un être singulier est une expression de l'un des possibles de son essence générale. Par exemple, deux parties d'échecs seront différentes, mais identiques dans leurs conditions. En somme, les parties d'échecs sont des possibles du jeu. Il suit de cela qu'un objet a toujours dans son essence tous les possibles de ses manières d'être. Il suit également de cela que s'il fallait condamner les individus selon leurs possibles, on ne s'arrêterait qu'après les avoir tous exécutés, ou tous canonisés, car un même individu contient en lui le pire comme le meilleur. 5. Une propriété est une modalité de l'essence d'un objet. En tant que le monde est un cosmos, et qu'exister, c'est être affecté par d'autres objets, ce que nous nommons propriété consiste dans le produit d'une affection d'un objet avec un autre. Autrement, c'est que nous parlons de modalité. En allant plus loin, nous disons qu'une propriété est le produit de la réaction entre la nature d'un objet et le contexte dans lequel cet objet existe. C'est toujours relativement au contexte dans lequel se trouve un objet que ce que l'on nomme une propriété peut avoir un sens. Par exemple, aux échecs, le fou a la propriété de pouvoir se déplacer en diagonale. En dehors du jeu, cette propriété n'a aucun sens. Elle ne peut pas exister. C'est le rapport entre la condition d'existence d'un objet d'avec la nature propre de cet objet qui permet de produire ce que l'on nomme une propriété. Autrement dit, connaître les propriétés d'un objet, c'est connaître la nature propre de cet objet et les modalités que celui-ci possède relativement à certaines conditions d'existence. En un mot, ce qu'un sujet appelle une propriété est toujours relatif à la condition singulière qui en fait l'affection. C'est pourquoi parler de propriété, c'est toujours parler de la manière dont un objet en affecte un autre. Voir partie 2, section 5, des affections. Remarque, peu rejoindront cette idée des propriétés. Il est vrai qu'elle est floue. Pourtant, elle n'est pas plus floue que l'idée commune à propos du même sujet. Nous disons que les propriétés sont donc des idées qu'un sujet postule comme produit de deux objets dans le but de comprendre comment la condition de l'un répond à la condition de l'autre. En clair, un objet ne possède pas véritablement de propriété. Il possède certaines manières d'être, c'est-à-dire des modalités, que l'on peut décrire par telle ou telle propriété. Mais ces propriétés sont extrêmement vagues. Elles ne se découvrent que dans le rapport à l'affection du reste. Ce qui veut dire qu'elles n'ont de sens que relativement à autre chose. Quand nous disons que tel objet a telle propriété bénéfique, par rapport à quoi le disons-nous? Quand nous disons que tel objet est grand, par rapport à quoi le disons-nous? Quand il est mauvais, par rapport à quoi? C'est toujours relativement à autre chose que le sujet énonce une propriété à propos d'un objet. Cela n'a pas de sens de dire qu'un objet est grand, dur ou mauvais en lui-même. Plus précisément, découvrir une propriété, c'est établir un rapport. Mais comme un rapport n'est pas un objet, il suit de cela que les objets n'ont pas à proprement parler de propriété. Ils ont une nature propre qui entretient certains rapports avec d'autres objets et qui s'exprime par différentes modalités. Et comme, en outre, il est toujours possible d'établir une infinité de rapports, il s'ensuit que le milieu académique s'est perdu dans la production d'une infinité de types de propriétés et dont l'existence est parfois plus que douteuse. Quelle serait, par exemple, la réalité d'une propriété esthétique ou non naturelle? C'est pourquoi nous pensons que si les propriétés peuvent aider à comprendre le rapport d'un objet à un autre, et donc par extension la vérité de sa nature propre, il est à proprement faux de dire qu'une propriété existe. 6. Une modalité n'est pas l'essence d'un objet. En tant que l'essence précède l'existence, et que, pour devenir, il faut déjà être,
Il suit de cela que l'essence d'un objet ne pourra jamais se réduire à l'une de ses modalités. En allant plus loin, les modalités sont des possibles qui, s'ils sont supprimés, diminuent l'objet dans ses perfections, mais ne suppriment en rien l'essence dont ils sont le produit. En revanche, si son essence est supprimée, l'objet le sera également. Autrement dit, quand un sujet s'enquiert de connaître un objet, il en énumère les modalités, et si l'essence d'un objet ne peut se comprendre que par des modalités, c'est une erreur que de réduire l'essence de cet objet à l'une de ces modalités. Ainsi, l'objet peut être comme ceci ou comme cela, mais son essence ne changera pas pour autant. 7. Indépendamment de ces modalités, une essence reste la même. En tant que l'essence d'un objet ne peut se réduire à l'une de ces modalités, que l'essence d'un objet est le monde, qu'il n'existe ultimement qu'une seule chose, et que tout objet est en lui-même identique à tous les autres, il suit de cela que, peu importe les manières d'être d'une essence, cette essence reste toujours identiquement la même dans tout ce qu'elle devient. Autrement dit, une essence n'est pas à un moment quelque chose et à un autre autre chose. Si elle peut s'exprimer de manière différente, sa nature reste fondamentalement la même, et si sa nature reste la même, c'est que, ultimement, l'essence reste fondamentalement la même. En clair, il n'y a rien qui, dans ce qu'elle peut être, soit étranger à ce qu'elle est. 8. Un objet est une modalité du monde. En tant qu'il n'existe ultimement qu'une seule chose dans laquelle se trouve tout ce qui existe, et que tous les objets sont les phénomènes d'une même essence, il s'ensuit que tout ce qui existe est en fait l'expression différente d'une seule et même chose, le monde. Autrement dit, en tant qu'une modalité est une certaine manière d'être, et qu'il n'existe ultimement qu'une seule chose, il suit de cela que l'essence du monde est la seule et unique chose dont tous les objets sont les modalités. En clair, si les modalités d'une même chose peuvent être très différentes, il n'en demeure pas moins que, fondamentalement, l'essence de toutes ces modalités reste la même. En un mot, tous les objets sont donc les fragments d'une même chose qui se distinguent entre eux selon des modalités différentes. 9. Une modalité exprime toujours quelque chose de l'essence dont elle est l'expression. En tant qu'une modalité est l'expression d'une essence, il est clair qu'une modalité exprime toujours quelque chose de cette essence. Autrement dit, tout particulier porte en lui quelque chose du général dont il est l'expression. Un particulier n'est jamais vrai seulement en lui-même. Il est vrai en tant qu'il se rapporte précisément à cette vérité dont il est l'expression. Il y a donc, dans le particulier, quelque chose du général, et c'est cela qui en détermine le sens objectif. Mais comme, en outre, la vérité est tout ce qui existe, chaque objet exprime en lui une partie de la vérité. Il suit de cela que les modalités ne sont pas simplement des phénomènes contingents qui se produisent au hasard d'un accident, mais elles sont bien quelque chose d'objectif qu'il est possible de connaître adéquatement afin de comprendre la façon dont elles sont déterminées. En remontant le fil des phénomènes et des modalités, on finit par trouver l'essence dont ils sont l'expression. 10. L'expression d'une modalité implique toujours l'exclusion d'une autre. En tant que toute modalité est un possible d'une même essence, toute modalité est une singularité d'un ensemble général. C'est pourquoi cette modalité exclut nécessairement ce qui en est la négation. Dit autrement, une possibilité ne se produit qu'en excluant ce qui en est la contradiction. De cela, il suit que les modalités ne sont pas équivalentes. Avoir l'une, ce n'est pas avoir l'autre. C'est ce que le commun entend quand il dit que deux objets sont inégaux. C'est pour cela que nous disons que la nature est inégale, non pas dans sa nature qui demeure fondamentalement identique, mais dans ses manières d'être. Une certaine manière d'être n'est pas équivalente à une autre. La nature fondamentalement identique est purement théorique. Elle permet de comprendre l'unité dans la diversité. Mais l'inégalité est pratique. Aucun objet n'est parfaitement équivalent à un autre, ce sans quoi on ne pourrait distinguer l'un de l'autre. Comprendre les objets, comprendre les modalités d'être de cette même essence, c'est aussi comprendre les caractéristiques propres de chacun et de comment ceux-ci éclairent sur la compréhension de la même chose. Remarque. Si une modalité exclut nécessairement dans son essence ce qui en est la négation, est-ce à dire que l'essence est contradictoire? Qu'elle contient en elle une chose et sa contradiction? La réponse est oui. D'une manière que nous ne pouvons pas encore expliquer, il existe dans l'essence d'un objet tous ces possibles. Mais ces possibles n'existent pas actuellement. Ils sont tous des manières d'être possibles d'un même objet. En outre, cet objet ne peut jamais être toutes ces manières d'être en même temps. Il est actuellement ou ceci, ou cela. Ainsi, une essence peut contenir à la fois un possible et sa négation. S'il peut être plusieurs possibles en même temps, être un certain possible, c'est nécessairement en exclure un autre. 11. Un objet est nécessairement imparfait. En tant qu'une modalité en exclut nécessairement d'autres, il suit de cela que l'objet est nécessairement imparfait. Autrement dit, une modalité est nécessairement amputée de certaines perfections de l'essence dont elle est l'expression. C'est pourquoi elle est nécessairement imparfaite. Dit encore autrement,
En tant qu'un objet est un individu singulier, il est l'expression d'un des possibles de l'essence dont il est le produit, et ne peut ainsi les recouvrir tous. En un mot, un objet ne peut jamais être totalement ce qu'il est. Il est nécessairement imparfait et ne peut jamais être la totalité des modalités qu'offre son essence. Il n'y a rien dans le particulier qui soit absolument parfait. Si le particulier peut gagner des perfections, il en gagne toujours par l'exclusion d'autres. Citation. Comme tout ce qui existe dans le temps est successif, une réalité exclut par cela seule qu'elle est toute autre existence. Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, 12e lettre. Remarque. Une modalité est une qualité. Au fond, ce sont des mots synonymes. Plus un objet revêt de modalité, plus il gagne de qualité, plus il gagne en perfection. Il faut ici entendre le mot de qualité au sens neutre de ce qui permet de qualifier quelque chose. On qualifie un objet par ses qualités, c'est-à-dire par ses différentes modalités. C'est ce processus qui permet d'accéder à la connaissance de l'essence. Ici, nous disons qu'un objet sera toujours imparfait, même s'il se parfait jusqu'au maximum de ce que sa capacité lui permet. Un objet n'est pas comme un vase vide qui aurait une capacité de contenu et qui, une fois rempli à son maximum, pourrait être appelé parfait. Un objet possède différentes possibilités d'être, nous disons différentes modalités, qui s'excluent les unes les autres. Et s'il fait l'expérience de l'une, c'est qu'il renonce, bien souvent, à l'autre. Toute qualité est, d'une certaine manière, une imperfection. Si certaines qualités permettent d'accéder à une plus grande puissance, toutes excluent nécessairement une partie de l'essence dont elles sont l'expression. Ainsi, un objet singulier est toujours imparfait dans tout ce qu'il peut être. En clair, comme une modalité est impossible d'une essence, cette modalité contiendra toujours moins de perfection que son essence qui les contient toutes. En outre, une modalité en exclut nécessairement une autre. Être debout, ce n'est pas être assis. Un objet ne peut pas être toutes ses modalités possibles en même temps. Ainsi, être, c'est perdre en perfection, c'est être imparfait. L'imperfection n'est donc pas ce qui est propre au vice, que le sujet définit par sa moralité. Elle n'est pas non plus seulement un manque de puissance, elle est surtout une absence d'être. Être imparfait, c'est être incomplet, et, par suite, c'est être impuissant. En un mot, nous disons qu'un objet est parfait quand son existence exprime la totalité des modalités de son essence, c'est-à-dire quand il parvient au plus haut degré de son être, qu'il accède à la plénitude entière de son essence. 12. Seule l'essence du monde peut être dite véritablement parfaite. En tant qu'un objet est nécessairement imparfait et qu'une modalité est l'expression singulière d'une essence, il suit nécessairement de cela que seule peut être appelée parfait la chose qui contient en elle toutes ses perfections, c'est-à-dire l'essence du monde. 13. Un être singulier a nécessairement une idée inadéquate du monde. Nous avons déjà dit que le sujet avait nécessairement, de l'existence, des idées inadéquates. Nous disons ici quelque chose de légèrement différent. En tant qu'un être singulier est nécessairement imparfait, la vision qu'il pourra avoir du monde sera nécessairement inadéquate, c'est-à-dire amputée du reste qui lui permettrait d'être adéquate. En outre, une condition singulière implique nécessairement une vision singulière. En cela, cette vision sera nécessairement inadéquate. Dit autrement, l'objet fera l'expérience du monde selon ses conditions d'existence. Ainsi, sa vision, ou l'idée qu'il en aura, sera donc relative à ses conditions propres. C'est pourquoi son idée sera nécessairement inadéquate. Mais comme la vérité n'est pas à mesure singulière, il suit également de cela que la vérité dépasse les conditions singulières. Elle est ce qui peut unir les conditions singulières qui peuvent, dès lors, toutes se rejoindre dans sa connaissance. Citation. La vérité consiste dans un indivisible. Elle n'est pas capable de variété. Et il n'y a qu'elle qui puisse réunir les esprits. Mais le mensonge et l'erreur ne peuvent que les diviser et les agiter. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 4, chapitre 3. 14. Plus un objet est puissant, plus de modalités il peut réaliser, plus parfait il devient. C'est ce que nous nommons le perfectionnement, c'est-à-dire le processus qui permet d'exprimer plus de modalités contenues dans son essence pour s'élever jusqu'à elle. Ainsi, le perfectionnement est une faculté que possèdent les objets afin d'acquérir plus de modalités. C'est ce que nous nommons la puissance, c'est-à-dire la faculté d'accéder à un degré plus parfait d'existence. Parfait vient du latin perficere, et qui veut dire faire jusqu'au bout, aboutir, ou mener à son terme. Ainsi donc, être parfait, c'est être ce que l'on est complètement. Et comme, en outre, seule l'essence peut être dite véritablement parfaite, le perfectionnement est donc ce processus d'un objet à s'élever jusqu'à son essence, car l'objet sera alors tout ce qu'il peut être, il sera ce qu'il est, jusqu'à son bout. De cela, il suit que les objets ont des degrés d'existence. Pour cette simple raison qu'un objet ayant plus de perfection existe à un plus haut degré que celui en ayant moins. Ainsi, un caillou a moins de réalité qu'un athlète olympique. Ce dernier, par la perfection de son corps,
est capable de beaucoup plus que de simplement exister et peut s'élever plus haut vers son essence. 15. Il y a des degrés d'existence. Si tous les objets ont en commun le fait d'exister, ils n'existent cependant pas tous de la même manière et selon le même degré. Autrement dit, il y a des objets qui existent plus que d'autres en ceci qu'ils expriment plus de réalité, c'est-à-dire qu'ils expriment plus de modalités. Plus un objet a de modalités, plus il est parfait, plus il augmente en degré d'existence. Quand un objet possède toutes les perfections, nous disons qu'il existe pleinement, qu'il est vraiment vrai ou réellement réel, car il ne peut pas être plus ni être autre. Il est pleinement tout ce qu'il peut. En tant que l'essence est la chose dont tous les phénomènes sont l'expression et qu'une modalité est impossible d'une même essence, il suit de cela qu'une modalité a nécessairement moins de réalité que celle de l'essence et, inversement, que l'essence a nécessairement plus de réalité que celle d'une modalité. Il suit également de cela que plus un objet se rapproche de son essence, plus il est parfait, plus il a de réalité. D'une certaine manière, nous pouvons dire qu'il existe davantage. En tant qu'il y a des degrés d'existence, qu'un objet est imparfait, que plus il s'élève vers son essence, plus il est parfait, et que seule l'essence peut être dite parfaite, il s'ensuit que, en définitif, l'essence générale a plus de réalité que l'objet singulier, ce qui, dit d'une autre manière, revient à dire que ce qui est abstrait a plus de réalité que ce qui est concret. En un mot, un objet possédant plus de perfection recouvre plus de possibilités. Et c'est en cela que nous disons qu'il se trouve à un degré d'existence supérieur à celui en ayant moins. Bien que cela puisse paraître contradictoire, nous disons qu'il y a une supériorité d'existence de l'abstraction par rapport au concret, car si le concret est l'expression d'un possible de l'abstraction, cette dernière contient en elle toutes les possibilités du concret. D'une certaine manière, elle existe totalement et est complètement parfaite. Tout comme le jeu d'échecs contient forcément plus de perfection qu'une partie, puisque la partie n'est qu'un possible du jeu, tandis que le jeu, lui, les contient toutes. Exister est donc le degré 1 de la perfection. Plus un objet gagne en perfection, plus il gagne en degré dans l'existence. Remarque. Comment, alors que tout participe de l'être, pourrait-il y avoir des degrés d'existence? Comment un objet pourrait plus ou moins exister qu'un autre? C'est une idée qui est très difficile à entendre pour l'esprit général. C'est pourtant une idée qu'il est nécessaire d'admettre. Un objet est d'autant plus réel qu'il est parfait, c'est-à-dire qu'il possède d'autant plus de la réalité de cet être ultime, l'essence, qui contient en lui toutes les manières d'être. En un mot, être moins réel ou exister à moindre degré, c'est exprimer moins de modalités qu'autre chose. Si ces modalités peuvent disparaître, l'essence, elle, les conserve toujours, tout en même temps. Le paradoxe de cela est qu'il semble qu'un objet, quand il ne se trouve nulle part, ou ne fait rien, contient plus de perfection que lorsqu'il fait. D'un point de vue théorique, c'est en effet comme cela que cela se présente. Mais d'un point de vue théorique seulement, car, nous l'avons vu, un objet ne peut jamais se tenir en retrait du monde. Il ne peut jamais ne rien faire. En outre, il faut bien que l'essence existe d'une manière ou d'une autre. Il s'ensuit donc que l'essence a nécessairement plus de réalité qu'une simple modalité. Il s'est suivi de là que beaucoup de penseurs se pensaient plus intelligents à mesure qu'ils étaient plus abstraits. En réalité, ils devenaient simplement plus fous. Il ne faut pas croire que, dans l'esprit général, plus l'idée est abstraite, plus elle est vraie. Il faut bien comprendre que abstrait et concret n'ont pas ici le sens de l'esprit général. Que l'idée adéquate est nécessairement abstraite, mais qu'il ne s'ensuit pas que toute idée abstraite soit nécessairement adéquate. Et bien que nous ayons encore beaucoup de peine à l'expliquer, il est forcé d'admettre que, d'une manière ou d'une autre, l'essence abstraite existe davantage que le simple phénomène. Ce dernier point choquera beaucoup le spectateur, nous en convenons, mais c'est pourtant un point central, le nier, c'est rejeter tout le reste. 16. On dit communément que ce qui est possible est ce qui n'est pas nécessaire, et que ce qui est nécessaire est ce qui n'est pas possible. Sans que ces deux termes soient contradictoires, nous disons semblablement que ce qui est possible n'est pas nécessaire, mais que ce qui est nécessaire est forcément possible. Ainsi, être en puissance n'implique pas d'être nécessaire. De même qu'un coup aux échecs implique qu'il était possible dans le jeu, de même qu'une modalité se produise chez un objet implique que cette modalité était possible dans son essence. Ainsi, l'essence est une condition de possibilité. D'un point de vue purement objectif, tout objet a en lui le possible du meilleur comme du pire. Mais ce qui est en puissance n'implique pas d'être nécessairement. En outre, que rien n'empêche un possible d'exister, ne s'ensuit pas que ce possible existe nécessairement. De même que, même si rien n'empêche les licornes d'exister, il ne s'ensuit pas que les licornes existent nécessairement. De plus, en tant que tout ce qui existe est concret et que l'abstrait doit nécessairement pouvoir s'exprimer au travers de l'étendue, les possibilités d'être d'un objet doivent nécessairement exister quelque part au sein de son essence. En clair, d'une manière que nous ne pouvons encore expliquer, si une modalité advient, c'est que cette modalité était possible et qu'elle existait d'une certaine manière,
sans quoi elle n'aurait pu advenir. Son phénomène est l'expression de quelque chose qui existait avant elle, d'une certaine façon. Remarque. Nous nous trouvons ici en face d'un problème important. Nous avons dit que le monde restait identiquement le même, et que la vérité exprimait ce quelque chose de stable qui demeurait indépendamment du changement. Mais comme, en outre, tout est objectif, comment devons-nous considérer ce qui se produit indépendamment de ce qui reste stable? Autrement dit, quelle est l'ontologie des modalités? Dit de manière moins complexe, qu'est-ce qu'une modalité et comment existe-t-elle? Nous avons vu qu'une modalité était impossible. Mais comment impossible pourrait à la fois être et ne pas être? Le possible existe, il est contenu dans l'essence d'un objet. Il ne tient qu'à une situation particulière de le rendre en acte. Impossible est une capacité, tout comme un corps est en capacité de sauter, de courir ou de nager. Mais si les possibles existent, ils n'existent pas concrètement pour autant. Et cela pose un immense problème pour l'esprit qui doit reconnaître à la fois leur existence et leur non-existence. De quelle manière les possibilités qui n'adviennent pas existent-elles? Existent-elles seulement? Il y a deux possibilités à cela. Dire non ou dire oui. Les deux posent des problèmes. Si nous disons non, c'est être un fataliste au dernier degré. Dire oui, c'est dire que les possibilités qui n'existent pas existent en fait d'une certaine manière. Mais où et comment existent-elles alors? Nous revenons sans cesse à ce ciel des idées dont nous avons récusé l'existence. Néanmoins, il est de notre avis que ce ciel des idées est davantage une façon de parler afin d'exprimer quelque chose que nous comprenons encore mal. C'est un sujet très complexe qu'il n'est pas aisé de démêler et qu'il appartiendra au futur de trancher. Pour l'heure, disons simplement qu'il est dans la puissance d'un objet de faire ce que sa condition lui permet et d'être ce qui est compris dans son essence. 17. Quand deux modalités d'une même essence acquièrent trop de différences, le sujet finit par les considérer comme étant deux objets différents. Quand deux modalités acquièrent trop de différences, le sujet finit par les considérer comme étant deux objets différents, car il y voit trop de différences pour admettre qu'ils soient identiques. Par exemple, lorsque le reste de l'empire de Charlemagne fut divisé en parties entre ses petits-enfants, trois parties distinctes en résultèrent. Deux d'entre elles nous parvinrent, la Francis Occidentalis et la Francis Orientalis. Et aucune n'étant parvenue à assimiler l'autre à elle, chacune continua d'évoluer de son côté. Le temps creusant son empreinte et la jonction n'ayant pu être faite, chacun finit par se considérer comme deux choses indépendantes. L'une devint la France, et l'autre le Saint-Empire romain germanique. Ainsi, elles développèrent chacune des traits différents, une histoire différente, un vécu différent, créant ainsi un espace entre les deux qu'il n'a plus été possible de résorber. Ainsi, si deux modalités d'une même essence acquièrent trop de différences, le sujet finira par les considérer comme deux objets indépendants. Il en est ainsi du rapport de nation à nation, d'homme à homme et, plus encore, d'objet à objet. Autrement dit, en tant que, indépendamment de ces modalités, une essence reste la même, il suit de cela que l'on prend souvent à tort pour autre ce qui est fondamentalement le même. Il suit de cela que l'universalité et l'identité des objets se trouvent dans leurs conditions d'existence, c'est-à-dire, ultimement, dans cette essence fondamentale dont ils sont le produit. Plus les objets s'affinent en espèces, plus les conditions qu'ils ont en commun se réduisent. Au final, on finit par les croire radicalement différents en oubliant qu'ils sont fondamentalement identiques. Remarque. Dire que tous les objets sont fondamentalement identiques, c'est dire là quelque chose qu'il est difficile d'admettre. Et pourtant, c'est comme un coup forcé par les propositions précédentes. Ce sujet touche à un problème complexe et fort peu élégant qui nous ramène à une sorte de problème tautologique et qui se réduit à ceci. Quand nous appelons ceci, cela, et que cela en vient à devenir ceci, alors nous ne considérons pas que cela et ceci sont demeurés la même chose. Reprenons. Quand nous appelons une chose X, et que X en vient à devenir Y, alors nous ne considérons pas que X est Y, mais bien que Y est quelque chose d'autre que X, et que X n'est plus. Nous disons que c'est un problème fort peu élégant car il renvoie à un jeu de définition. Donner une définition d'un objet, c'est en déterminer la nature. Mais comme la vision du sujet est inadéquate, sa définition ne se porte pas plus loin que la façon qu'il a de se le représenter. Ainsi, dès que l'objet ne coïncide plus avec la définition qu'il en a donnée, le sujet dit qu'il s'agit d'autre chose. Mais en réalité, cela va encore plus loin. Ce sont les conditions d'existence qui permettent de dire d'un objet qu'il reste le même. Autrement, on réduirait sa nature à son simple phénomène. Mais comme une modalité n'est pas l'essence d'un objet, il est clair que définir un objet par ses modalités, c'est se tromper sur sa nature. Par exemple, il n'est pas possible pour un dé à 6 faces d'avoir le nombre 7 comme résultat, car il est compris dans l'identité même du dé à 6 faces de ne pas pouvoir obtenir 7. Dit autrement, les conditions d'existence du dé à 6 faces permettent de recouvrir l'espace du possible de 1 à 6 uniquement. Si le chiffre 7 venait à sortir, alors ce ne serait plus un dé à 6 faces, ce serait
autre chose. En somme, changer les conditions d'existence d'un objet, c'est changer l'objet lui-même. C'est tout le sens qu'il faut entendre au mot « transformer ». 18. Plus un objet acquiert de perfection, plus il devient abstrait. En tant qu'un objet singulier est nécessairement imparfait, un objet singulier ne peut pas contenir en lui toutes les perfections de son essence. En outre, en tant que la perfection d'un objet est atteinte quand celui-ci réalise l'ensemble de ses possibilités d'existence, c'est-à-dire quand il exprime la totalité des modalités de son essence, plus le sujet se rapproche de la perfection de son essence, moins il devient singulier, et plus il devient général. Autrement dit, si un objet se trouve à un endroit, c'est qu'il ne se trouve pas à un autre. S'il exprime une possibilité, c'est qu'il n'en exprime pas une autre. S'il le peut, c'est alors qu'il a perdu quelque chose de sa singularité pour devenir plus général et plus abstrait. Il s'ensuit que le particulier ne peut être parfait qu'en devenant général, car plus un concret a en lui de perfection, plus il tend vers l'abstrait, et moins il existe singulièrement, plus il existe généralement. Dit encore autrement, être singulier, c'est nécessairement exclure d'autres singuliers. Un singulier ne pourra donc jamais être l'expression parfaite de son essence qui, elle, est toujours générale. Ainsi, un singulier ne peut être parfait qu'en devenant général. C'est cela que nous nommons la transcendance, et c'est cela le terme du processus de perfection. Et comme, en outre, la vérité n'est pas à mesure singulière, et qu'il n'existe ultimement qu'une seule essence, il suit de cela que la transcendance ne consiste pas tant à être au-dessus du monde qu'à devenir le monde, ou plutôt, de se fondre en lui, afin d'être avec lui une seule et même chose. Remarque, nous désirons ici être bien compris, car nous sommes certains que beaucoup empreints de superstition et de mysticisme viendront reprendre cette idée à leur profit. Sous des dehors très complexes, cette idée dit quelque chose de très simple. Un singulier ne peut être à la fois lui et être autre. S'il est possible qu'il ait plusieurs perfections, c'est d'une part qu'il est déjà là, plus général qu'un simple singulier, et d'autre part qu'il a nécessairement exclu de lui d'autres singuliers. Ainsi, si un singulier parvient à la perfection de son être, c'est-à-dire de la réalisation complète de son essence, en devenant nécessairement général, il cessera alors d'être ce qu'il est, un singulier, pour devenir quelque chose d'autre, du moins pour le sujet. Et c'est cela que nous nommons la transcendance, car le singulier change tellement que c'est comme s'il devenait autre. Par exemple, si une couleur est rouge, elle n'est ni orange, ni rose, ni bleu, etc. Une couleur en exclut nécessairement d'autres, et si une couleur peut se produire d'un mélange d'autres, alors elle n'est plus ce qu'elle était avant ce mélange. Cela ne ferait aucun sens pour un sujet de nommer une couleur violette comme étant rouge du fait que le violet est le produit du rouge et du bleu. La couleur a changé. Nous dirions que ce que nous nommions rouge était uniquement cette chose-là qui se trouvait avant le mélange et que maintenant, ce qui était rouge a changé. C'est comme s'il avait transcendé sa nature pour devenir autre. Mais comme il est impossible de s'affranchir de sa nature, il suit de cela que, en se perfectionnant, l'objet ne s'affranchit pas tant de sa nature qu'il en exprime un degré plus haut dans l'existence. Ainsi donc, un singulier, s'il se parfait, accède à un degré plus haut d'existence qui donne au sujet l'impression qu'il change radicalement de nature, qu'il devient complètement autre. En réalité, c'est qu'il a pris pour objet en soi ce qui n'en était qu'une modalité et que, celle-ci devenant plus parfaite à mesure qu'elle se rapproche de son essence, elle devient de plus en plus générale. En clair, le mot de « parfait » vient de perfectum, qui veut dire « accompli ». Aussi, un objet parfait est un objet qui a réalisé l'ensemble des possibles de son essence, qui est parvenu à son degré d'être suprême et qui ne peut donc pas être davantage, car il est parfaitement tout ce qu'il pouvait être. Dès lors, l'objet cesse d'être singulier pour devenir autre chose. C'est pourquoi nous parlons de transcendance. D'une certaine manière, on peut dire qu'il meurt, tout comme les fleurs de cerisier ne sont parfaites qu'à leur éclosion. Fin de la section 4.